Bon, alors bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Jean Bélanger, je suis doyen de la Faculté des sciences et éducation de l'UQAM. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Donc, avant de débuter, je vais vous présenter un peu le déroulement de la table ronde. Je vais d'abord vous adresser quelques petits mots de bienvenue. Je vais laisser après coup la parole au vice-recteur à la vie académique de l'UQAM, Jean-Christian Plot. Ainsi, je passerai par la suite la parole pour le mot d'ouverture à Mme excusez-moi, Rama Bourkia. Par la suite, la table ronde pourra débuter et je laisserai l'animation de cette table ronde à Mme Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur d'éducation du Québec. Alors, sans plus tarder, nous pouvons commencer. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de lancer cette table ronde intitulée «L'alphabétisation des pistes d'intervention en Afrique», organisée à l'occasion de la mission virtuelle en Afrique francophone de l'Université du Québec à Montréal. À titre de doyen de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, une discussion qui s'intéresse à la littératie ne peut que m'enthousiasmer. On sait combien cette dimension est centrale à la fois du point de vue des éducateurs que du point de vue des apprenants, enfants comme adultes. Comprendre et communiquer de l'information par le langage grâce à de différents supports sont la clé pour faire naître des citoyens qui ont le pouvoir d'agir sur le monde et de participer pleinement à la vie de leur communauté, et ce, tant en Afrique qu'au Québec. En cela, l'avancement de la littératie doit être une responsabilité qui nous incombe à tous et à toutes. Je suis également heureux de la participation de notre faculté à cette table ronde, qui se traduit par la présence d'une de nos professeurs, Nathalie Châtelot. Celle-ci a travaillé au développement de la version française d'un projet fabuleux qui vise à faciliter l'enseignement et l'apprentissage de la lecture en français. De plus, elle est présentement engagée dans des collaborations sur l'alphabétisation dans 2 pays d'Afrique. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une belle table ronde. Sans plus tarder, je passerai la parole à M. Jean-Christian Plot, qui est vice-recteur à la vie académique de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Plot. Merci, Monsieur le doyen. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un grand honneur pour moi, en ma qualité de vice-recteur à la vie académique de l'UQAM, de vous accueillir à cet événement, à cette table ronde, la première dans une série d'événements organisés dans le cadre de la mission virtuelle de l'UQAM en Afrique. Alors, vous êtes nombreux aujourd'hui à vous joindre à nous. Nous avons des participants du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Québec et d'ailleurs dans le monde. Alors, c'est un très grand plaisir de venir vous accueillir dans cette réunion véritablement internationale. Le thème de notre rencontre, l'alphabétisation, m'interpelle de manière très directe parce que, disons-le, l'alphabétisation est le pilier fondamental sur lequel repose tout l'édifice de l'enseignement jusqu'à l'enseignement supérieur. On ne peut imaginer, j'allais dire, quelque chose de plus fondamental que ce souci de l'alphabétisation. Il rejoint véritablement toutes les facettes de l'enseignement. Selon les données de l'UNESCO, il y aurait dans le monde près de 700 millions de jeunes et d'adultes qui ne savent ni lire ni écrire. Et on mesure évidemment l'ampleur du problème, l'ampleur du handicap que cela constitue pour fonctionner dans les sociétés modernes. Et donc, cela nous dit à quel point il est important de travailler à des stratégies pour développer la littératie. Les panélistes de haut niveau qui sont réunis aujourd'hui sont tous, à un titre ou à un autre, travaillent sur cette question et vont nous offrir le témoignage de leur expertise. Bien que la thématique de la rencontre d'aujourd'hui soit liée à l'Afrique, la problématique de l'alphabétisation, elle, est véritablement internationale. Je ne donnerai que l'exemple du Québec que je connais bien. 19% des Québécois sont analphabètes, 34% éprouvent de grandes difficultés de lecture. C'est donc dire que le thème de la discussion d'aujourd'hui est pertinent pour un très, très grand nombre de contextes. Mais je vais d'ores et déjà laisser la parole aux experts.
Je vous souhaite une très belle discussion, des échanges fructueux, et je rends la parole à Jean Bélanger pour continuer l'animation de cet événement. Je vous remercie. Merci, M. Plot. Je passerai maintenant la parole à Mme Rama Bourkia, qui est directrice de l'Instance nationale d'évaluation auprès du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique du Maroc. Alors, Mme Bourkia. Merci, merci. Enfin, je tiens à vous remercier vivement, à remercier la faculté des sciences de l'éducation de l'Université de l'UQAM de m'avoir invité à cette séance d'ouverture de cette table ronde quand même d'une importance quand même cruciale. Je remercie également Monsieur Olivier Alain, qui était le représentant du Québec au Maroc, pour tout le travail qu'il entreprend pour la collaboration entre les institutions québécoises et marocaines. J'ai le plaisir aussi de retrouver mes amis, Marie Lassande, Madame Chapelot, avec lesquelles nous travaillons. Nous avons des projets de collaboration. Un parmi d'autres, c'est Abracadabra, qui va être exposé tout à l'heure. Je tiens d'abord à souligner aussi la pertinence de la question soulevée par ce webinaire pour le développement de l'Afrique. Nous savons tous que l'alphabétisation est un atout important pour le développement du capital humain nécessaire pour le développement des pays africains et que l'éducation est le principal levier justement de ce développement pour développer les capacités des individus et des citoyens. Les données le montrent bien, malgré les efforts indéniables qui sont fournis, il y a toujours quand même un déficit en termes d'alphabétisation qui demeure en Afrique. Mais en partant un peu de l'expérience d'un pays comme le Maroc, les principales, disons, entrées identifiées pour les politiques publiques et pour les interventions se situent à deux niveaux. Le premier niveau, on peut dire qu'une mise en place de projets de grande envergure pour lutter contre l'alphabétisation, disons, des adultes. Et pour cela, il faudrait quand même un cadre institutionnel. Tout à l'heure, monsieur le directeur de l'Agence d'alphabétisation au Maroc va certainement présenter ce cadre institutionnel avec un peu plus de détails. Mais le deuxième niveau, et qui me tient à cœur, c'est celui de l'éducation, effectivement. L'éducation, il faudrait œuvrer, où les interventions doivent être ciblées à trois niveaux. Premièrement, agir sur l'accès à l'éducation. L'accès de l'éducation, la généralisation de cet accès à l'éducation n'est pas atteinte dans tous les pays, par exemple africains. Je peux dire que le Maroc a fait un effort colossal dans la mesure où l'accès aujourd'hui est généralisé. Il est généralisé à l'éducation dans plusieurs pays. Il y a encore un déficit à ce niveau-là. Aux côtés de l'accès n'est pas suffisant, que les enfants accèdent à l'école. Il faudrait encore agir sur la qualité de l'éducation, à travers la qualité des apprentissages, des acquis. Et nous savons aujourd'hui que disons, les enquêtes internationales, comme le PASEC au niveau de l'Afrique, nous montrent encore qu'il y a un déficit. Donc, agir sur la qualité de l'éducation, c'est une façon de retenir les enfants, parce que à la fois, s'il n'y a pas l'accès, s'il n'y a pas la qualité, et si les enfants n'ont pas la qualité requise, ils renforcent, disons, le stock des analphabètes qui existent dans la société lorsqu'ils passent uniquement un an à l'école ou 2 ans. Ce n'est pas suffisant. Agir aussi, en troisième lieu, sur le phénomène du décrochage scolaire, c'est-à-dire les élèves qui abandonnent en général les écoles proviennent des milieux défavorisés, du rural. Il y a des enfants qui quittent l'école au primaire ou après 1 an ou 2 ans du primaire, alors qu'ils n'ont pas encore dépassé le palier, disons, critique d'acquisition des apprentissages de base de l'éducation. Les seuils inférieurs de l'éducation alimentent évidemment la population de ceux qui sont analphabètes. Donc la rétention à l'école est une piste quand même d'intervention sur laquelle il va falloir quand même qu'on agisse. Bon, je peux dire que la réforme de l'éducation au Maroc, telle qu'elle a été préconisée dans la vision stratégique 2015-2030, et une loi cadre qui sanctuarise justement cette vision, œuvre dans le sens d'agir et d'intervenir au niveau des différentes entrées, c'est-à-dire l'équité de l'accès,
la qualité de l'éducation, la rétention de l'élève jusqu'à l'acquisition des acquis de base. Je crois que c'est là un peu, je pourrais dire, en guise d'introduction, la clé quand même de retenir nos enfants à l'école au niveau de l'Afrique. En tout cas, je vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion. Je remercie la faculté des sciences de l'éducation. Et j'espère qu'on aura à travers cette table ronde quand même des pistes d'intervention fructueuses qui seront présentées tout le long de cette table ronde. Et je vous remercie. Merci, Madame Bourkia. C'est très intéressant de diviser l'action en 4 grands chapitres. C'est une réflexion très porteuse. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole à Mme Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation du Québec, qui agira à titre d'animatrice et de modératrice, je dirais, pour cette table ronde. Donc, je lui laisse la parole sans plus tarder. Merci. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur Bélanger, de m'accueillir parmi l'UQAM. Alors, très heureuse aujourd'hui d'animer cette table ronde, l'alphabétisation des pistes d'intervention en Afrique. Je crois que Monsieur Plot a vraiment bien mis la table concernant les données mondiales, mais aussi les données du Québec. Alors, on parle des pistes d'intervention en Afrique, mais je crois qu'au Québec, on va apprendre aussi de ce qui se fait en Afrique pour pouvoir nous-mêmes aussi régler l'important problème finalement de compétences en littératie. On l'a souligné au Québec, 19% des adultes finalement ont de graves difficultés en ce qui concerne la littératie. Alors, je vais vous présenter très brièvement les personnes qui vont participer à cette table ronde, mais je vous invite vraiment à consulter leur biographie parce qu'on a parmi nous vraiment des gens exceptionnels alors, et que je ne peux pas présenter faute de temps, leur donner tout le crédit de la grande expérience qu'ils ont en recherche dans ce domaine. Alors, la première intervention sera donnée par Mme Nathalie Chapelot, qui est professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, qui va nous parler de la ressource pédagogique en ligne Abracadabra, qui fait l'objet finalement déjà d'un programme conjoint entre le Québec et le Maroc en particulier. Alors, Mme Ndié Namé Diouf, directrice de l'alphabétisation et des langues nationales, ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, qui nous parlera de l'alphabétisation numérique dans les lieux de travail pour être opérationnel. Mme Diouf s'intéresse beaucoup à la condition féminine. Un duo, donc M. François Gérin-Lajoie, qui est président du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, et M. Tony Simard, président fondateur de la boîte à innovation, qui vont nous parler ensemble sur l'alphabétisation numérique, une roue de secours de l'éducation de qualité pour tous. Madame Guiol, Hélène Guiol, spécialiste du programme éducation du bureau de l'UNESCO à Rabat, qui est maintenant confinée en France par ailleurs. Elle va nous parler des défis et des opportunités des systèmes éducatifs par rapport à l'alphabétisation en période post-Covid. Madame Anne Lemestre, chef du bureau de l'UNESCO à Abidjan, représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, qui va nous parler, elle, de l'alphabétisation fonctionnelle des commerçantes d'Abidjan par les technologies de l'information et de la communication. Peut-être un parallèle à faire avec la présentation de Madame Diouf. Et enfin, M. Abdessami Mahmoud, qui est directeur Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme au Maroc, qui va nous parler de l'expérience marocaine en matière de lutte contre l'analphabétisme. Et donc, c'est un problème d'élocution, pas de littératie. Bon, et la coopération, les coopérations intra-africaines en la matière. Alors, vous avez, mesdames et messieurs, vous avez 4 minutes pour présenter. Alors, je vais chronométrer l'événement et après 3 minutes, je vous dirai, il reste 1 minute. Donc, alors, sans plus tarder, je donne la parole maintenant à Madame Nathalie Chapelot qui va nous présenter le programme Abracadabra. Nathalie.
Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, nous, le projet Abracadabra se situe vraiment dans une perspective de prévention. En fait, nous voulions favoriser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture parce qu'on sait, entre autres, une équipe de Janos et ses collaborateurs ont identifié qu'à partir de l'âge de 7 ans, on pouvait déjà avoir des signes avant-coureurs de présence d'un risque à la fin du primaire de décrocher à l'école secondaire si nous avions des difficultés en lecture. Donc, nous voulions vraiment établir des activités qui favoriseraient la réussite des apprentissages. Alors, Abracadabra, c'est une ressource en ligne interactive et gratuite. Elle a d'abord été développée par une équipe de Concordia, l'Université Concordia, dirigée par Philippe Abrami, et elle a été développée en anglais. Donc, Monique Brodeur a proposé que l'on en fasse une adaptation et nous souhaitions vraiment développer cette ressource-là pour amener les élèves de maternelle, première, deuxième année à pouvoir apprendre à lire et à écrire en s'amusant. Alors, c'est une recherche qui s'est faite à partir des connaissances scientifiques, donc notamment des données issues du National Reading Panel qui ont identifié certains aspects qui étaient importants de développer pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, Abracadabra, il y a 3 zones. Il y a la zone élève, enseignant et la zone parent. Dans la zone élève, il y a 15 livres qui sont classifiés selon différentes catégories, des contes, des petits albums, des documentaires et des comptines. Et ces livres-là nous amènent à pouvoir graduellement développer l'apprentissage de la lecture. Donc, on a des livres très simples et des livres qui sont beaucoup plus complexes. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants peuvent se faire lire l'histoire ou bien ils peuvent le lire eux-mêmes. Et s'ils ont de la difficulté, ils n'ont qu'à appuyer sur le mot et on va expliquer à l'enfant comment lire ce mot-là. Donc, nous avions vraiment développé les différentes stratégies d'apprentissage de la lecture que l'on devrait enseigner là, auprès des petits. Puis, il y a aussi les activités. Donc, on a 15 activités qui ciblent des piliers essentiels, donc notamment la conscience phonologique, l'identification des mots, la fluidité, le vocabulaire, puis la compréhension. Et on a une petite activité pour la production des mots à l'écrit. Alors, encore une fois, si l'élève a des difficultés, nous pouvons lui donner des suggestions comment réussir l'activité. Donc, c'est assez explicite comme type d'intervention que l'on propose. Alors, on a aussi la zone enseignant qui est constituée d'un guide pédagogique, mais aussi du module d'évaluation. Alors, évidemment que dans le module d'évaluation, c'est l'élément le plus intéressant parce que les enseignants reçoivent des informations sur ce que l'enfant réussit ou ce qu'il a comme difficulté et on lui suggère à l'enseignant des interventions. Puis, il y a la zone parent qui est aussi importante parce que on sait que nos parents qui sont, par exemple, analphabètes vont avoir besoin d'accompagnement pour aider l'enfant à réussir à l'école. Donc, les 3 zones sont vraiment déterminantes. En anglais, la ressource a eu le prix UNESCO au niveau de l'intervention qu'ils ont fait en Afrique subsaharienne. Donc, et on a démontré là, au niveau de l'anglais que c'était vraiment une ressource qui était efficace pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Parfait, 4 minutes juste. Bravo, Madame Chapelot. Merci beaucoup. Excellent. Donc, on continue avec la prochaine présentation. Il ne faut pas oublier de toute façon qu'on aura une période de questions qui sera disponible. Alors, je donne maintenant la parole à Madame Dié Namé Diouf. OK. Donc, voici la présentation du Sénégal. Et vous voyez donc... je vais présenter sur 4 points, le contexte, l'état des lieux de l'alphabétisation fonctionnelle à l'ère du numérique, les contraintes et les défis. Donc, je donnerai la population estimée à 16 millions au Sénégal en 2020, où nous notons des disparités dans les zones rurales et urbaines, surtout entre les hommes et les femmes. Parce qu'au Sénégal, l'analphabétisme est féminin et vous constatez
que les 54,6 donnés en 2014 est constitué de majorité femme, 73%. Donc, le Sénégal est interpellé dans le cadre du processus de transformation structurelle pour une meilleure contribution de l'alphabétisation fonctionnelle au développement des ressources humaines. Donc, le contexte, je pense que puisque je n'ai que 4 minutes, je peux en passer parce que tout le monde connaît les ODD 4, horizon 2030, les réformes de l'UEMOA, donc qui changent maintenant les ministères en programme, et le ministère de l'Éducation nationale en a 6, dont l'éducation de base des jeunes et des adultes que je dirige, où se situe l'alphabétisation, la promotion de l'alphabétisation. Il y a l'agenda 2063 de l'UA, la stratégie continentale de l'éducation 2016-2025. Maintenant, particulièrement au Sénégal, de nombreuses avancées sont en train d'être réalisées par l'État et ses partenaires au développement à travers des programmes et des projets initiés. Je peux citer entre autres le PAP2A du PSE, le Plan Sénégal émergent, qui s'engage à combattre sous toutes ses formes l'analphabétisme qui constitue un frein au développement et particulièrement à l'épanouissement des femmes et des populations en milieu rural. Au niveau de l'éducation nationale, nous avons le paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence avec 3 axes. Et ce paquet est en train de mettre en œuvre la lettre de politique générale sectorielle. Nous avons, au niveau de la direction de l'alphabétisation, développé un programme qui est étendu sur les 14 régions du pays, qui s'appelle le PNEPJATIC, je vais y revenir. Donc, j'ai parlé de 3 programmes qui sont là et qui prennent en compte les jeunes, les femmes et les enfants. Nous avons les cibles, 3 cibles. Nous avons les déscolarisés, les non scolarisés et les enfants des DARA. Ça, c'est par rapport aux enfants, mais nous avons aussi les femmes. Donc, au Sénégal, nous avons des initiatives qui sont mises en place avec ce qu'on appelle le système d'information du ministère de l'Éducation nationale. Ce système permet de former les enfants et les adultes à distance. Et nous avons au Sénégal ce qu'on appelle le canal éducation, c'est-à-dire la formation à distance sur des outils qui ne sont même pas seulement numériques, mais avec la télévision, les radios. Parce qu'au niveau des radios, nous avons les radios communautaires qui vont juste au niveau de la base pour former les gens. Donc, ce sont des outils incontournables pour atteindre le maximum de cibles. Donc, il faut qu'au Sénégal, qu'on mette en place des politiques d'alphabétisation qui prennent en charge la question du développement durable. Il faut faire de l'alphabétisation un secteur prioritaire tel que stipulé par l'agenda 263 de l'UA. Il faut atteindre les indicateurs de l'ODD4 et ceux du PAP2A instaurés par le PSE du Sénégal. Il faut développer des programmes d'alphabétisation numérique dans les lieux de travail parce que nous ne pouvons pas parler d'alphabétisation sans prendre en compte les activités génératrices de revenus parce que notre objectif, c'est de permettre aux femmes et aux jeunes d'avoir une économique et sociale. Il faut aussi le budget du secteur parce que au Sénégal, c'est le financement. Donc, il faut porter ce financement à au moins 3% du budget de l'éducation. C'est une recommandation de l'habilité et créer des infrastructures adaptées à analyser et diffuser les bonnes pratiques mises en œuvre en synergie. Il faut renforcer le potentiel des ressources humaines et tirer des leçons du contexte de la pandémie du COVID-19 pour une meilleure prise en compte du numérique dans les réformes en cours. Donc, l'essentiel qui se fait au Sénégal, c'est autour du numérique que nous allons en tout cas instaurer avec le canal éducation, mais aussi avec un programme. Et merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci également de la rectrice, Madame Fusaro, et au service des relations internationales et diplomatiques de l'UQAM, donc pour cette invitation à cette première table ronde de cette grande mission virtuelle sur l'Afrique cette semaine.
On peut dire sans hésitation que la Fondation Paul Gérin-Lajoie est en territoire connu et même familial avec le pavillon Paul Gérin-Lajoie et la salle Marie Gérin-Lajoie, évidemment. J'en profite également pour remercier à nouveau le service audiovisuel de l'UQAM qui a orchestré il y a 2 semaines la 30e édition de la finale internationale de la dictée PGL en mode virtuel. Ça s'est extrêmement bien déroulé et je veux les féliciter. Alors voilà une belle entrée de jeu pour parler d'alphabétisation. Ce grand concours international de français écrit qui a rejoint plus de 7 millions de jeunes élèves à travers la francophonie et nous avons des participations massives à chaque année de jeunes en provenance du Sénégal et du Maroc. J'invite nos panélistes à visiter nos activités en ligne de la dictée PGL si vous en avez le loisir. L'alphabétisation a toujours été au cœur de nos préoccupations à la Fondation, et ce, dès 1986 au Sénégal, à Saint-Louis, alors que nous mettions en place les cellules école-milieu, qui allaient devenir les centres, les comités de gestion scolaire. Force est d'admettre qu'à ce moment-là, près de 50% des parents et des notables qui en faisaient partie étaient analphabètes. Et ce sont les gens qui allaient porter les projets d'école pour les années à venir. Alors, nous nous sommes mis à l'œuvre. Nous avons ensuite propagé nos façons de faire auprès des jeunes talibés et de leurs maîtres dans les daras. Et plus tard, nous sommes même installés en milieu carcéral à Saint-Louis. En 1997, un programme financé par nos 2 paliers de gouvernement, provincial et fédéral, nous permet d'innover en matière d'alphabétisation fonctionnelle. De jeunes filles et mères à Saint-Marc, à Haïti, dénicheront des emplois, des premiers emplois en santé, en foresterie et même dans le domaine des énergies vertes et renouvelables, et ce, avant même l'an 2000. De retour en territoire sénégalais, dans le cadre de notre programmation en employabilité et formation qualifiante, nous sollicitons la boîte à innovation de M. Tony Simard afin de faire place à l'alphabétisation numérique. Je lui cède la parole. Tony. Oui, merci François. Je tiens à te féliciter également pour cette initiative d'intégration du numérique dans les langues africaines pour l'alphabétisation. Donc, je me présente brièvement depuis 1978, engagé dans l'alphabétisation et l'éducation en Afrique, d'abord au Gabon à titre de volontaire ceci, et par la suite avec les Nations Unies à partir de 1990 à 2004. Donc, conception du premier logiciel d'alphabétisation alphatique au Gabon avec l'UNESCO, l'UNFPA et l'ACDI. Donc, par rapport à ce logiciel-là, alphatique, il a été expérimenté à la paroisse Notre-Dame-des-Apôtres et ce fut un succès, ce qui m'a incité à la retraite des Nations Unies à créer la boîte à innovation par rapport à l'accès à la qualité et à la gouvernance de l'éducation pour arriver à ce que l'éducation pour tous ne soit pas un slogan, mais une réalité technologique et pédagogique pour offrir à des analphabètes l'occasion d'apprendre avec le numérique, mais dans les langues maternelles. Jusqu'à maintenant, nous avons modélisé 12 langues, dont 10 langues africaines, le Fon, le Yoruba, le Bariba, le Fang, le Téké, le Wolof, le Pulaar, et ce, depuis 2010. Et 2014 a marqué un changement majeur. C'est le début du partenariat avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Et outre la plateforme d'alphabétisation, nous avons modélisé une nouvelle plateforme sur les compétences numériques dans les langues maternelles. Donc, on a créé ce qu'on appelle le dividende numérique qui donne l'accès à l'éducation à tous les analphabètes avec le dividende numérique qui permet la réplicabilité, l'adaptabilité, l'efficience, l'efficacité et l'inclusion de tous les apprenants. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et 2021 est l'année des langues maternelles selon la directrice générale de l'UNESCO. Merci. Merci, M. Simard. Merci beaucoup. Excellent. Donc, on peut déjà passer à la prochaine présentation. Donc, après notre duo, vient maintenant Mme Hélène Guiol du bureau de l'UNESCO à Rabat. Bonjour à tous, donc chers participants et panélistes. Tout d'abord, je souhaite remercier très chaleureusement l'Université du Québec à Montréal et
également Monsieur Alain Olivier du Bureau du Québec à Rabat pour l'invitation et l'UQAM pour l'organisation de cette table ronde virtuelle sur l'alphabétisation. C'est un sujet qui est extrêmement important et le fait de convier différents intervenants, différentes catégories d'acteurs, si je puis dire, sur le sujet de l'alphabétisation, c'est particulièrement riche et on l'a vu avec déjà les premières interventions. Et le partage de connaissances, on sait combien ça peut enrichir les pratiques et les politiques au niveau national. Tout d'abord, je souhaite rappeler que il existe encore au niveau mondial 773 millions de jeunes et d'adultes qui sont analphabètes, dont 2 tiers sont des femmes. Et en particulier, quand on s'intéresse aux pays du Maghreb, il y a 9% de ces 773 millions de personnes qui sont dans les pays du Maghreb. Donc, c'est un chiffre qui est très important, qui a déjà été, ces effectifs importants ont déjà été mentionnés. En matière d'outils, le rôle de l'UNESCO va avoir un rôle normatif à cet égard. Donc, une stratégie pour l'alphabétisation des jeunes et des adultes a été adoptée par les 195 pays membres de l'UNESCO, qui court donc de 2020 à 2025 et qui promeut certaines idées phares pour calibrer, pour faire en sorte que toutes les activités soient coordonnées, puissent être alignées à cette stratégie. Donc, tout d'abord, il y a un effort d'aligner l'impact des stratégies nationales avec cette stratégie de l'UNESCO et surtout avec les objectifs de développement durable pour avoir un impact en synergie avec l'aspect vraiment transversal de tous les objectifs de développement durable. Il y a aussi l'idée vraiment d'assurer ce continuum entre l'alphabétisation, l'apprentissage, les compétences, puisqu'on considère vraiment des cursus dans une perspective tout au long de la vie, d'apprentissage tout au long de la vie, et c'est quelque chose qui a été réaffirmé avec force dans cette stratégie. On envisage aussi l'alphabétisation comme faisant partie d'un ensemble de compétences plus large, qui va au-delà de simplement savoir lire, écrire et compter. Et enfin, dernière idée phare de cette stratégie, c'est l'importance de s'adapter au contexte et notamment aux besoins nationaux et même à un niveau local. Et je pense que le cas du Maroc, il est particulièrement important parce que ça fait partie de la stratégie du royaume d'avoir cette territorialisation qui soit avancée. Donc, c'est très important et on sait qu'il y a des grandes disparités entre les régions. Donc, l'exemple, il est bien trouvé. La théorie du changement de cette stratégie globale de l'UNESCO pour orienter les actions des pays membres, d'abord, il y a un angle politique, donc de renforcer les politiques nationales des pays pour l'alphabétisation et la planification, donc vraiment de s'adapter aux besoins. Ça, c'est le premier, disons, volet de ce qui est attendu avec cette stratégie. Il y a également, on l'a mentionné, l'importance de l'équité et de l'inclusion pour faire en sorte que les catégories qui sont les moins, d'habitude, les moins avantagées, soient vraiment, fassent l'objet de mesures spécifiques. C'est très important. Un autre élément important aussi, un autre volet, c'est l'innovation à travers les technologies. Faire en sorte que le levier technologique soit vraiment utilisé dans les efforts d'alphabétisation afin d'améliorer l'accès, afin d'améliorer aussi les résultats. Et là, on s'adresse vraiment à la formation des formateurs, des instructeurs, des éducateurs. Enfin, les deux autres dimensions de cette stratégie, c'est d'abord le suivi et l'évaluation. Donc, on sait qu'on a une cible, la cible 4.6 des objectifs de développement durable et notamment l'indicateur 4.6.1. Donc, notre organisme, notre institut des statistiques de l'UNESCO travaille effectivement sur le suivi de cet indicateur et cet effort de collecte, de suivi et d'amélioration de la qualité des données est très important. Et enfin, le dernier volet de cette stratégie, c'est sur les partenariats et la coopération. Donc, faire en sorte vraiment que toutes les forces en présence du secteur privé, du secteur public soient mises en synergie pour renforcer des systèmes d'évaluation des apprentissages, parce qu'on sait très bien qu'on améliore les systèmes quand on en mesure la performance. Pour conclure, Madame Diol. Très, très rapidement, je voulais donner quelques éléments sur les
je pense que l'élément important qui a été apporté tout à l'heure par Madame Bourkia sur des actions sur l'alphabétisation, mais qui doivent être en lien avec une action plus pérenne au niveau des systèmes d'éducation, est très important. Et je n'ai pas le temps de détailler les conclusions ici d'une étude qui a été faite, qui a été publiée par l'UNESCO, qui n'est disponible actuellement qu'en anglais, mais je partagerai le lien sur un an après le début de la pandémie Covid, quels sont les enseignements qu'on a tirés. Notamment, on sait très bien qu'il y a eu des impacts, si vous m'allouez une minute de plus. On a déjà dépassé beaucoup de temps, Madame Guiol. Alors je vais conclure. Alors, un impact notamment, des impacts multiformes, notamment sur, par exemple, le niveau socio-économique, évidemment, qui a un impact. Par exemple, au Maghreb, on sait qu'il y a eu moins 10% du nombre d'heures travaillées à cause de la pandémie. Et tout ça, ça a des impacts sur le niveau les moyens de subsistance des familles et aussi leur capacité d'envoyer les enfants à l'école ou même pour eux-mêmes, pour des adultes, de suivre, de s'adonner à des cours d'alphabétisation. Très, très rapidement, 3 initiatives, 3 opportunités qui peuvent être saisies, bien concrètes. La première, c'est que notre institut d'apprentissage tout au long de la vie, qui est basé à Hambourg, a lancé, dans le cadre de la Coalition mondiale de l'éducation, une initiative qui vise à renforcer les compétences numériques des formateurs d'alphabétiseurs. Et donc, avec l'objectif de former au moins 100 000 alphabétiseurs dans le cadre donc, de cette Coalition mondiale de l'éducation. Donc, vous pouvez en savoir plus sur le site de l'Institut. La deuxième, et je sais que sans doute M. Mahmoud de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme détaillera, c'est que l'UNESCO va développer durant les 2 prochaines années un institut virtuel de formation au métier d'alphabétisation. Donc, je vais le laisser en parler. La troisième, et c'est très important de le mentionner, c'est que le Maroc, le Royaume du Maroc, a très opportunément, j'ai envie de dire, pour la cause de l'alphabétisation, offert d'héberger, de recevoir la prochaine conférence intergouvernementale de l'UNESCO, une conférence de très haut niveau qui s'appelle la Confintea l'année prochaine au Maroc. C'est la conférence sur l'éducation des adultes qui va permettre vraiment de rénover le cadre d'action. Et il y aura tous les États membres qui seront représentés. C'est un événement très important et je tenais à le souligner puisqu'on a ici des représentants du Maroc qui nous écoutent et c'est vraiment quelque chose qui va faire avancer la cause. Voilà, merci beaucoup et désolée pour le… Alors, merci. Donc, on passe maintenant à Madame Lemestre. Anne Lemestre, qui est chef du bureau de l'UNESCO à Abidjan. Madame Lemestre. Alors, écoutez, comme Hélène Guiol, ma collègue au Maroc, vous a présenté toute la stratégie de l'UNESCO, je ne vais pas prendre le temps de le faire, juste pour remercier l'UQAM de cette invitation à cette table ronde que je trouve absolument fondamentale. Nous sommes en Côte d'Ivoire confrontés au fait que 50% de la population demeure analphabète et effectivement, ce sont les femmes qui sont les plus grandes victimes en fait de ce fait. Donc, je vais passer… très vite, je vais vous présenter un projet très concret avec une approche que nous estimons assez innovante qui se passe sur les marchés d'Abidjan. Nous avons développé cette innovation basée sur le fait que nous, à l'UNESCO, nous cherchons des groupements professionnels pour pouvoir faire l'alphabétisation sur les lieux de travail. Nous souhaitons nous adapter au maximum aux besoins des apprenants. Donc, nous nous mettons à leur service. Ce projet existe maintenant depuis 3 ans. Nous avons eu 3 phases dans les différents marchés que vous avez là sous vos yeux, que vous ne connaissez peut-être pas, mais sont très connus à Abidjan, évidemment, qui sont les gros marchés. Et nous nous sommes associés de ce fait avec Nestlé parce que nous voulions des groupes de travail professionnels constitués et motivés, car nous ne souhaitons plus en fait faire de l'alphabétisation dans des centres d'alphabétisation avec des personnes individuelles, mais plutôt cibler des groupes professionnels, comme je le disais tout à l'heure, pour faire de l'alphabétisation fonctionnelle. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, c'est-à-dire lié à la fonction, nous établissons des programmes d'alphabétisation cousu main avec tout le vocabulaire en fait qu'elles utilisent dans la journée et toutes les fonctions qui leur sont utiles. Alors, par exemple, je vous donne quelques
quelques thèmes en fait qui sont insérés dans ces programmes d'alphabétisation, qui sont la comptabilité, le compte d'exploitation, gestion des stocks, vie associative, bancarisation, hygiène, suivi scolaire des enfants, budget familial, civisme et citoyenneté, sécurité sociale, leadership féminin, que nous insérons en fait dans notre programme d'alphabétisation. Je vais aller assez vite et nous utilisions une application qui était un logiciel avant, et je vois qu'on suit l'histoire, qui est devenue maintenant une application pour téléphone mobile que nous avons complètement transformée ici à Abidjan et dans lesquelles les dames peuvent faire des exercices quand elles sont à leurs étals au marché et quand elles ont un peu de temps libre. Donc, nous leur distribuons un téléphone avec cette application. Nous reprenons le téléphone tous les soirs parce que sinon, leur téléphone leur est demandé généralement par leur conjoint ou enfant. Et nous leur donnerons le téléphone à la fin des 6 mois ou 9 mois de formation en alphabétisation. Voilà, donc elles ont des exercices. L'ensemble des exercices, nous pouvons les suivre en ligne parce que ça rentre sur une plateforme et nos alphabétiseurs, en fait, nos équipes peuvent suivre l'évolution de l'apprentissage des apprenantes sur le marché et corriger en fait, et reprendre éventuellement des leçons qui n'ont pas été comprises. Ce que vous devez savoir, c'est que nous faisons ces leçons d'alphabétisation en présentiel sur les marchés avec nos alphabétiseurs et puis également à travers ce téléphone qui leur permet de faire des exercices pour s'entraîner. Voilà. Donc, je vous donne quelques images ici du programme d'alphabétisation quand nous l'avons lancé. Et comme je crois que j'ai encore 2-3 minutes. Non, une minute maximum. Une minute. Je tiens à vous dire que voilà, nous sommes en train vraiment, en plus du programme traditionnel d'alphabétisation, de développer un programme de post-alphabétisation, dans lesquels nous insistons encore plus sur la numératie, la comptabilité simplifiée, le compte d'exploitation, la gestion des stocks, ce qui est finalement très important en fait pour ces dames sur les marchés, car elles nous ont avoué que depuis qu'elles suivaient ce programme, en fait, plus personne ne pouvait entre guillemets les rouler et cela leur a été est vraiment fondamental dans leur vie. Nous avons mais en parallèle, développer des programmes assez similaires avec les TIC dans l'éducation et l'application alphatique dans les groupements agricoles du Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, un autre vocabulaire, etc., etc. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exemple très concret. Merci. Donc, alors, on a une dernière intervention qui nous sera offerte par M. Abdesalmi Mahmoud, qui est directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme du Maroc. Donc, tout d'abord, un grand merci aux initiateurs et organisateurs de cette table ronde importante. Donc, je suis très content d'y assister. Donc, voilà. J'ai prévu 4 points, donc 1 minute pour chaque point. Je rappelle tout d'abord un point important, que l'alphabétisation et la coopération africaine, donc, ce sont des choses extrêmement importantes pour notre pays. Donc, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, l'a rappelé plusieurs fois, notamment dans son discours devant le 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Un extrait du discours. Donc, notre action s'est particulièrement attachée à la question de la formation qui est au cœur de notre coopération avec les pays frères. Donc, voilà, je vais rappeler le cadre institutionnel de notre disposition d'alphabétisation au Maroc. Quelle est l'approche adoptée, quelques indicateurs de réalisation et surtout, je vais aborder la question de la coopération africaine. Donc, au Maroc, nous avons une agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, un établissement public rattaché au chef de gouvernement. Ça dénote l'importance stratégique accordée à ce secteur et également un espace de coordination idoine avec l'ensemble des acteurs. Nous travaillons en pleine coordination avec la société civile, les conseils élus, les opérateurs publics et privés et aussi on est bénéficiaire de l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous travaillons sur 3 missions essentielles, donc tout ce qui est services, prestations d'alphabétisation sur le plan formation, outils didactiques
et mise en œuvre des programmes d'alphabétisation. Nous avons une force de proposition au gouvernement pour toute action qui peut améliorer le dispositif. Et donc, nous assurons la coordination avec l'ensemble des acteurs pour assurer la convergence avec les stratégies sectorielles. Alors, le deuxième point qui est l'approche, il est très développé au niveau de notre feuille de route, donc, qui a tracé les priorités, les objectifs, les engagements. Nous travaillons sur 3 axes, la gouvernance, la qualité et l'adéquation entre l'offre et la demande. La priorité elle est accordée au milieu rural, aux femmes, aux jeunes. Nous avons un objectif très clair chiffré, 10% à l'horizon de 2026, avec une cible annuelle de plus d'1 million de personnes à alphabétiser. Bien entendu, donc, nous avons des chantiers qui sont très clairs au niveau de la feuille de route, qui touchent les 3 axes que j'ai cités tout à l'heure. Donc, 10 chantiers au niveau de la gouvernance, 5 qui sont en rapport avec la qualité et 10 rapportant à l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc, jusqu'à présent, il y a un effort colossal des résultats qu'on peut qualifier très positifs grâce à l'appui de tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Donc, on a dépassé le seuil de 1 million bénéficiaires chaque année. Nous sommes à 1 200 000, un chiffre important, avec bien sûr des réalisations qualitatives. Je n'ai pas le temps pour les citer, mais pour dire que nous travaillons avec plus de 2500 associations. Nous mobilisons plus de 17 000 alphabétiseurs. Nous appuyons également sur le digital et l'e-learning, la formation à distance. L'agence a développé des cours à distance, surtout en accompagnement de la période de la pandémie. C'est grâce aux efforts de l'équipe de l'agence. Donc, nous avons des cours qui ont été déployés à l'ensemble des bénéficiaires à travers la société civile. Et donc, nous avons des applications également mobiles qui ont été développées, 2 déjà déployées et 2 qui sont en cours. Ils touchent l'alphabétisation fonctionnant dans les différents secteurs. Alors maintenant, pour la coopération africaine, donc je rappelle que nous travaillons en symbiose avec nos pays frères. Donc, il y a déjà des projets qui sont lancés avec des partenaires techniques financiers. Je rappelle le projet avec l'UNESCO, le projet RAMA. Donc, il y a 11 pays, donc déjà africains, où nous travaillons ensemble depuis 2016. Et à chaque fois, il y a des ateliers, des partages et d'échanges d'expériences. Nous sommes dans la phase finale de ce projet qui vise la mesure de l'impact des programmes d'alphabétisation au niveau de ces pays. Il y a plein de rencontres qui ont été également organisées, des délégations qui ont été accueillies ici au Maroc. Bien sûr, c'est un partage mutuel, donc la Mauritanie, le Soudan, donc l'Éthiopie, l'Ouganda, la Tunisie, la Libye. Et donc, nous sommes toujours ouverts par rapport à nos partenaires. Comme j'ai dit, c'est un intérêt mutuel. Et d'ailleurs, maintenant, on est dans la perspective de structurer tout cela dans 3 axes essentiels. Donc, l'axe de professionnalisation du dispositif de formation et de digitalisation. Donc, c'est le grand projet, l'Institut de formation des métiers d'alphabétisation, dont Madame Hélène a parlé. Donc, c'est un institut qui va être créé donc, dans le cadre d'une gestion déléguée entre l'Union européenne et l'UNESCO. Et donc, c'est un projet qu'on peut travailler ensemble avec les pays africains. La même chose, le e-learning, la production des cours d'alphabétisation à distance et tout ce qui est certification, que ce soit des alphabétiseurs ou des bénéficiaires. Il y a un autre segment important qui peut également constituer une piste de partenariat. Donc, c'est tout ce qui est relation avec les ONG, un système de classification qui tire vers le haut, qui crée une concurrence positive. Également, il y a un observatoire de l'apprentissage tout au long de la vie qui a été créé avec l'université ici au Maroc de Fès. Donc, pour nous, la perspective, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, il y a pas mal d'activités qu'on peut organiser au niveau du continent africain. Donc, la même chose pour Rama, la poursuite. Il y a un autre projet, c'est le centre de ressources. Pour conclure, Monsieur Mahmoud, s'il vous plaît. Très bien. Donc, le dernier point, c'est tout ce qui est éducation des adultes, apprentissage tout au long de la vie. Il y a le dossier centre catégorie 2 dont on compte beaucoup sur l'appui de l'UNESCO. C'est un label qu'on essaie de gagner pour l'agence dans la dimension apprentissage tout au long de la vie et surtout la dimension africaine. Bien entendu, il y a la grande conférence dont Mme Hélène a parlé et qui constitue un grand événement pour entre tous les États membres et bien entendu les États et les pays de l'Afrique. Sur ce, je vous remercie infiniment et je reste à votre entière disposition. Merci beaucoup, M. Mahmoud. Je pense qu'on peut peut-être cesser de partager votre écran. Alors, merci vraiment à toutes les personnes qui sont intervenues. On voit vraiment que ça s'organise très, très bien, que ce soit, on a vu des exemples Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc, évidemment, Québec.
Donc, vraiment, on voit que ça bouge énormément. On a parlé, Mme Bourkia a parlé vraiment des problèmes de rétention, des problèmes de décrochage. Certains d'entre vous ont parlé finalement des aspects ludiques des solutions que vous apportez. Et j'aimerais vous entendre à ce sujet. Est-ce que vous pensez que d'avoir une approche numérique, en fait, permet de raccrocher les jeunes, de les garder dans le système? Alors, on pourrait donner d'abord la parole à Mme Chapelot, ensuite à M. Simard, que j'ai interrompu malheureusement durant sa présentation. Mme Chapelot. Oui, alors évidemment que le numérique, c'est un peu la voie de l'avenir. Donc, plus on va avoir accès à, par exemple, des tablettes, des téléphones ou bien des portables, ça va permettre aux enfants de s'ouvrir sur le monde. Alors, c'est sûr que d'utiliser cet outil-là, de l'intégrer à notre enseignement, ça peut être favorable. C'est aussi intéressant, la perspective que nous avions développée dans Abracadabra, c'est d'avoir une interaction. Donc, ce n'est pas d'être seulement devant un écran et de faire des exercices qui ressemblent finalement à ceux papier-crayon traditionnels. C'est que la ressource nous donne une interaction par rapport à notre performance. Donc, il y a aussi, en ce sens-là, une modélisation pour l'enseignant. Donc, tout à l'heure, Mme Bourkia parlait de la qualité de l'éducation. Alors, c'est bien d'amener les enfants à l'école, mais il faut aussi avoir des formateurs qui sont bien formés. Donc, à travers Abracadabra, on a des démarches qui nous amènent à pouvoir voir qu'est-ce qui est efficace comme intervention auprès de l'enfant. Donc, je pense que autant pour les enfants que pour les enseignants, ça peut être gagnant d'utiliser le numérique, évidemment. Parfait. Merci, Mme Chapelot. Monsieur Simard, comme je vous ai interrompu, je vais vous redonner la parole. Vous faites vraiment des initiatives qui sont numériques. On a pu voir, on le voit, là, on a toujours des problèmes finalement de contact numérique, mais je pense que vous avez aussi développé des approches qui permettent justement un peu comme ce que Mme Lemestre soulignait, des approches avec téléphone. Donc, pouvez-vous nous en parler très rapidement? Et est-ce que ce sont des approches qui se veulent ludiques? Oui, tout à fait. Je veux dire, jusqu'à maintenant, nous avons réalisé une 50aine d'expérimentations à travers l'Afrique et le Canada, donc avec le numérique dans les langues maternelles et en français. Donc, le défi a été justement d'arriver à offrir aux exclus, aux personnes analphabètes, de pouvoir apprendre avec les technologies, mais dans leur langue maternelle et en français. Donc, on a modélisé 10 langues africaines et par rapport à l'accès au numérique, parce que vous avez parlé tantôt de la qualité éducative, de la quantité éducative, puis aujourd'hui, les technologies, ce ne sont plus des objets de luxe, c'est des objets qui nous permettent justement d'arriver à assurer une continuité pédagogique. Et c'est pour ça qu'avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie, que vraiment, ils nous ont permis d'arriver à prendre plus d'ampleur en intégrant l'approche par compétences à l'intérieur du projet PADIA, où est-ce qu'on a vu dans les petits ateliers, les artisans s'approprier rapidement de la plateforme en approche par compétences pour apprendre la mécanique auto, pour apprendre la couture, le froid, la climatisation, etc. Même l'agriculture au Bénin avec le projet IDA, où est-ce qu'il y a des centres, des lycées avec aucune connexion Internet. Nous avons réussi à intégrer des mini-serveurs et les jeunes, 90% des jeunes avaient déjà leur téléphone intelligent, sont arrivés, se branchent sur les mini-serveurs avec leur téléphone intelligent et ont accès à tous leurs programmes de formation. Donc, l'avantage énorme, c'est qu'ils peuvent après ça en parler avec leurs parents parce que c'est également dans les langues africaines. Donc, en fond, en Yoruba, en Wolof, en Pulaar. Donc, ça veut dire l'avantage, le dividende numérique. La conclusion, c'est que le dividende numérique permet justement la réplicabilité, l'adaptabilité à chaque personne, à chaque langue maternelle, à chaque organisation, et ça permet aussi de diminuer les coûts. Si on veut réussir à alphabétiser l'ensemble des analphabètes, il faut diminuer les coûts. D'une part, augmenter la performance, augmenter la qualité, et le numérique, aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, le permettent. Et ça, c'est ça que nous avons prouvé et apporté de nouveau par rapport à l'alphabétisation de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde, quoi. Parfait, merci beaucoup.
Alors, on a entendu les représentants de l'UNESCO nous donner des chiffres qui sont vraiment inquiétants, bien sûr, mais on a aussi parlé du problème particulier des femmes. Et on a eu une excellente présentation, entre autres, de Mme Lemestre, qui nous donnait des exemples un peu comme ce que M. Simard disait, donc d'intervention, mais en milieu. Donc, je voudrais savoir, et peut-être je pose la question autant à Mme Lemestre qu'à M. Mahmoud, par exemple, est-ce qu'au Maroc, vous avez aussi ce genre d'initiatives qui sont aussi, qui ciblent plus particulièrement les femmes, finalement? Donc, M. Mahmoud, est-ce que oui, vous êtes… je suis avec vous. Donc, merci pour la question. La femme, il a une place importante dans notre stratégie. C'est l'une des priorités de notre feuille de route. Nous avons un dilemme au Maroc. D'une part, la part des femmes analphabètes, elle est très importante. Mais en parallèle, l'autre côté du dilemme, c'est que le pourcentage de participation au Maroc des femmes est très important. Il dépasse 85%. Et en parallèle, donc, il y a une grande motivation chez les femmes donc, au Maroc pour participer aux différents programmes, donc avec le pourcentage que j'ai présenté, donc 85%. Et aussi la motivation, c'est par rapport également au type des programmes d'alphabétisation mis en place et qui ont une vocation fonctionnelle. Maintenant, l'orientation, c'est l'organisation des programmes d'alphabétisation en convergence avec les départements concernés, avec l'artisanat, avec la pêche, avec l'agriculture. Et donc, la femme, il trouve sa place pour assurer cette adéquation entre les compétences acquises et un espace d'insertion socio-économique. Donc, à travers ces programmes et avec les programmes de post-alpha, donc la motivation, il y a une augmentation. Maintenant même, on se pose la question, il faut maintenant faire augmenter le pourcentage de participation des hommes. Et d'ailleurs, c'était l'un des indicateurs qui a été inscrit dans le cadre de notre programme d'appui avec l'Union européenne. Donc, voilà, les perspectives sont là, la motivation chez les femmes, il est là, et aussi l'impact, il est là. Maintenant, nous travaillons sur un autre projet sur l'alphabétisation parentale. Certainement, vous le connaissez. C'est un projet intégré dans le cadre des centres d'apprentissage communautaires que nous voulons les appeler centres d'apprentissage tout au long de la vie. On va regrouper les enfants avec leur maman, les jeunes analphabètes avec leur maman, parce que l'impact de l'alphabétisation de la femme, il est extrêmement important sur l'environnement, son environnement, que ce soit donc familial ou également social. Voilà ce que j'ai partagé. Merci, M. Mahmoud. Avant de donner la parole à M. Simard, j'ai un message de Mme Diouf qui souhaiterait avoir le son. Est-ce que l'équipe pourrait l'assister pour qu'elle puisse avoir le son? On aurait bien aimé entendre Mme Diouf qui est responsable de beaucoup d'initiatives justement au niveau de l'autonomisation des femmes. Et donc, est-ce qu'on peut l'aider à avoir le son? M. Simard, une question rapide? Oui, juste pour vous mentionner que lorsqu'une femme apprend à utiliser l'ordinateur, seulement ouvrir et fermer l'ordinateur, sa vie change parce que ce n'est plus la sorcellerie du blanc. Elle est capable de poursuivre sa formation, son éducation, en s'appropriant des technologies et son estime de soi, la confiance en soi change radicalement et même il y a un impact au niveau des familles parce que ces enfants ne la regardent plus de la même façon parce qu'elle est capable de s'adapter au 21e siècle avec les technologies du 21e siècle. Alors aujourd'hui, on parle de compétences du 21e siècle qui est l'esprit critique, la collaboration, la créativité, etc. Mais c'est nécessaire que les approches soient inclusives. Il ne faut pas laisser les femmes de côté. Il faut vraiment considérer tout l'écosystème des acteurs qui interviennent en éducation. Et maintenant, nous, on travaille sur la modélisation d'une plateforme Aduna pour les enfants primaires pour qu'ils puissent apprendre dans leur langue maternelle et en français. Parce qu'on sait que les langues maternelles, c'est un enjeu essentiel pour arriver à s'éduquer aujourd'hui, parce que 40% de la population mondiale n'ont pas accès à une éducation dans leur langue maternelle. Et c'est une absurdité. Là. Merci de ce témoignage. On n'arrive pas à voir Mme Diouf, malheureusement, mais j'ai donné la parole maintenant. Il y a une question de Mme Lemestre.
Très bien, merci. Écoutez, je vais aller dans le même sens que M. Simard. Je crois que ce que nous arrivons à obtenir grâce à ces projets d'alphabétisation fonctionnelle sur les marchés, comme dans les groupements agricoles au nord de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment de pouvoir obtenir leur autonomisation, accroître leur estime de soi, accroître aussi leur capacité à pouvoir participer dans la société. Et puis alors, très concrètement, je vais vous dire, ça augmente d'une manière incroyable leur chiffre d'affaires parce qu'elles deviennent de meilleures gestionnaires en fait de leur petit étal au marché. Elles sont généralement félicitées par tous leurs fournisseurs parce qu'elles vendent mieux. Et en plus, pour l'UNESCO, et ce n'est pas un détail, elles assurent le suivi scolaire de leurs enfants. Et nous savons très bien qu'une femme alphabétisée met ses enfants à l'école. Donc, si vous voulez, pour nous, les bénéfices sont absolument multiples et pour elles aussi. Merci. Merci beaucoup. Madame Guiol et ensuite Madame Broder. Puis on a aussi une question du public. Alors, voilà, Madame Guiol. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et je trouve ça très bien d'avoir vraiment des exemples très concrets du terrain pour avoir des faits probants, si je puis dire, qui viennent, notamment sur l'importance d'apprendre, d'être alphabétisé dans sa langue maternelle. Je voulais simplement apporter un petit bémol par rapport à le numérique, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est l'avenir, c'est important, mais la dernière année a montré quand même aussi justement les lacunes dans la connectivité, dans le niveau de connectivité, puis du coup l'importance peut-être de conserver aussi un appui. On utilise souvent les trois niveaux, c'est-à-dire high-tech, low-tech et no-tech, c'est-à-dire que vraiment dans certaines zones qui ne sont pas encore connectées, on est quand même obligé de continuer à travailler avec des supports papier. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit que pour plus d'équité, c'est vrai qu'il faut renforcer l'usage et le développement des compétences numériques, mais aussi prendre conscience et bien vraiment pouvoir relever ce défi de la connectivité. C'est important. On a montré que un des chiffres que l'UNESCO a produit notamment, c'est que durant l'année dernière, il y avait 86% des étudiants d'Afrique subsaharienne qui n'avaient pas d'accès à Internet et 92% sans ordinateur. Donc, il faut évidemment tenir compte et c'est pour ça notamment que le développement des applications mobiles sont importants parce qu'on sait que c'est beaucoup plus répandu que les ordinateurs. C'est important pour vraiment s'assurer qu'il y a une couverture la plus importante possible. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Broder. Merci beaucoup, Madame Lassonde. Tantôt, ma collègue Nathalie Chapelot a signalé le fait que la version en anglais d'Abracadabra avait gagné un prix de l'UNESCO. Là, je vois aujourd'hui, ce matin, que nous avons des collègues de l'UNESCO en français. Puis je me demandais, est-ce que la ressource Abracadabra pourrait être utile aux actions de l'UNESCO? Puis si oui, comment on pourrait établir une collaboration pour permettre justement cette contribution? Alors, oui, donc, la question est lancée. On a 2 représentants de l'UNESCO. Il y a déjà vraiment des ententes qui sont initiées avec le Maroc, à tout le moins, entre l'UQAM, justement, et le Maroc. Est-ce qu'on pourrait entendre… Oui, Madame Lemestre, peut-être, qui pourrait répondre, ou Madame Guillaume. Oui, la parole, puis ensuite. Très bien. Très bien. Je ne peux pas m'engager pour le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, voyez-vous. En fait, nous travaillons déjà beaucoup sur l'école à la maison depuis 1 an, qui est donc une plateforme numérique d'enseignement. Et nous avons, depuis 1 an, je dirais, développé Alors, il faudrait voir comment
comment s'organiser effectivement dans l'apprentissage de la lecture et voir comment l'intégrer. Il y a certainement des possibilités, mais là, je ne peux vraiment pas m'engager pour le ministère de l'Éducation. C'est vraiment avec eux que nous travaillons au quotidien. Et d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le dire, mais dans toutes les formations que nous donnons sur les marchés d'Abidjan, dans les groupements agricoles, où que ce soit, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il vient d'être baptisé il y a 3 semaines en ajoutant et de l'alphabétisation, ce qui est un bon signe. Voilà. Merci. On comprend très bien. Merci. Alors, M. Simard, si vous permettez, je vais quand même… il y a une question du public et j'aimerais bien la poser. Vous pourrez peut-être y répondre. Alors, c'est une question qui nous parvient de M. Tierno Abassé Diallo. Quelle perspective de collaboration entre le MEN, donc le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction d'alphabétisation et des LN du Sénégal et la boîte à innovation pour une éducation numérique de qualité pour les Sénégalaises et Sénégalais analphabétisés? Je pense que c'est peut-être justement pour M. Simard, puisqu'on parle de la boîte à innovation. Alors, je vous donne la parole rapidement, M. Simard. Oui, merci beaucoup. Mais déjà, nous collaborons avec le ministère de la Formation professionnelle depuis 2014, ça avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qu'on a commencé avec PADIA. Et nous avons continué avec les Luxembourgeois dans un projet numérique également en formation professionnelle. Et maintenant, on s'engage dans un projet PEJA de la Banque mondiale et le ministère de la Formation professionnelle pour intégrer justement les vidéos parce que nos approches sont basées sur le e-learning. On a proposé 22 000 vidéos jusqu'à maintenant en français et dans les langues maternelles des apprenants avec le texte écrit par rapport aux différentes traductions. Donc, c'est déjà voir avec le ministère, on est déjà en contact avec eux, on est déjà en contact avec Mme Diouf au Sénégal, qui nous connaît très bien, donc par rapport à l'intégration du numérique en alphabétisation. Donc, par rapport à l'éducation pour les enfants du primaire, nous sommes justement à modéliser une plateforme pour les enfants de façon plurilingue pour qu'on puisse arriver à briser les dogmes de l'éducation qui favorisent uniquement les langues françaises ou anglaises. Nous, pour nous, un apprenant apprend mieux dans sa langue maternelle et en français, ça diminue les coûts, ça va plus rapidement, ça augmente la performance. Donc, avec le ministère de l'Éducation au Sénégal, nous sommes en contact aussi avec eux. Mais petit train va aller loin. Nous sommes toujours en perspective d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation au Sénégal, quoi. Parfait. Merci. Merci d'avoir parlé un peu du Sénégal parce que Mme Diouf éprouve encore des difficultés à se joindre à nous, alors malheureusement. Donc, je crois que Mme Guillaume voulait intervenir. Oui, merci. Très, très rapidement, c'était juste par rapport à la question précédente sur un partenariat possible entre Abracadabra et l'UNESCO. Un vecteur évident, c'est la coalition mondiale de l'éducation qui regroupe plus de 160 partenaires du secteur privé. Il y a quelques organisations de la société civile et d'autres partenaires qui sont des organisations internationales et qui justement veulent se faire connaître et qui veulent mettre à disposition des ressources sur l'éducation, sur l'alphabétisation, sur le développement des compétences numériques et d'employabilité. J'ai mentionné tout à l'heure l'initiative qui est menée par notre institut d'apprentissage tout au long de la vie à Hambourg sur la formation des alphabétiseurs. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait mettre en contact nos collègues d'Abracadabra avec les responsables de la coalition mondiale de l'UNESCO au siège, qui catégorise un petit peu les différentes contributions, les différents outils et ressources possibles, et qui effectue aussi une assurance qualité des outils qui permettent aussi de les partager dans différents pays. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable. Très bien, merci Mme Guillaume. Alors, une dernière intervention, Mme Chapelot, avant qu'on ait le mot de la fin. On ne vous entend pas, Mme Chapelot. Merci.
Alors, tout à l'heure, M. Simard mentionnait que c'était important de valoriser la langue maternelle et effectivement, ce que les recherches nous démontrent, c'est que les enfants, lorsque l'on parle de leur langue maternelle et qu'on les amène vers la langue de scolarisation qui pourrait être le français, vont être plus habiles, vont avoir plus de facilité à développer la langue de scolarisation. Et c'est pour ça que nous avons un projet, entre autres, avec le Maroc, qui est de valoriser la culture marocaine et québécoise pour apprendre la lecture. Donc, nous faisons des livres qui sont en français ou en arabe et nous les traduisons en français ou en arabe. Donc, ça amène l'enfant à avoir le parallèle dans sa langue maternelle et dans la langue de scolarisation. Alors, c'est vraiment pour l'accompagner encore davantage là, pour cette appropriation-là. Merci, Mme Chapleau. Un commentaire rapide, M. Gérin-Lajoie. Bonjour. Bonjour, Mme Diouf, peut-être. Madame Je vous ai entendu, oui. Allô? Oui, on vous entend. J'ai tout entendu, oui, mais il paraît que je m'étais connectée comme spectateur. Non. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, je vais balancer la présentation. Mais est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, on vous donne un peu de minutes, Madame Diouf. D'accord. Vous savez, au Sénégal, nous avons plusieurs initiatives basées, comme l'a dit Tony Simard, basées sur les technologies de l'information et de la communication, et nous avons un canal. Comme on le fait au Maroc, nous avons ouvert le programme national éducation de base des jeunes et des adultes qui retrouve les femmes et les jeunes à la base et qui développe les activités génératrices de revenus pour avoir un impact sur la population, une autonomisation. Et donc, les programmes au Sénégal sont actuellement au nombre de 3. Le PEJA, déjà Tony l'a cité, mais nous avons aussi le PALAM qui s'occupe des femmes qui transforment les produits agricoles et halieutiques. Donc, c'est pour développer l'agriculture, c'est pour développer la pêche, l'élevage, donc toutes les activités que développent les femmes au Sénégal. Mais ce taux de 54,6, c'est un taux de 2014. Donc, tous les programmes que nous sommes en train de développer, l'ANSD n'a pas pris ça en compte. Ce qui veut dire qu'actuellement, normalement, si on intègre, le Sénégal doit être en deçà de 49% normalement. En tout cas, on est en train de travailler en collaboration directe avec les sociolinguistes et nous avons des chantiers vraiment très importants, dont le premier chantier, parce que nous disposons les cours d'alphabétisation dans les différentes langues. En français, nous avions même obtenu le prix UNESCO en 2016 avec le PEJA. Mais nous avons aussi la langue arabe, nous avons le français, l'alphabétisation en français, parce que nous, nos langues nationales, c'est avec l'alphabet grec. Donc, le A du Wolof, du Pulaar et autres, c'est le A du français, ainsi de suite. Donc, si la personne commence avec la langue maternelle, elle peut continuer avec la langue française pour s'ouvrir au monde. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Et nous avons beaucoup d'initiatives avec le CIMEN, le système d'information du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi avec le PROMEI et avec les différents acteurs qui tournent, dont Boîte à innovation de Tony Simard, du Canadien Tony Simard, qui intervient dans le projet PEJA avec la formation professionnelle. Donc, nous, au Sénégal, nous travaillons en système, le système d'éducation et formation, composé de l'enseignement supérieur et de la recherche et ministère de la formation professionnelle. Et nous avons les résultats que nous avons. Donc, la difficulté, c'est le financement et peut-être la connexion. Vous voyez, j'avais perdu aujourd'hui un peu la connexion parce que je m'étais connectée en Wi-Fi. J'étais obligée de me connecter avec mon 4G pour pouvoir continuer à suivre. Donc, les défis sont là. Donc, nous comptons sur l'accompagnement pour réussir, en tout cas pour qu'on ne laisse personne en rade, parce que c'est la volonté de l'État du Sénégal. Personne ne doit être laissé en rade. Merci. Nous sommes très heureux d'avoir pu vous entendre un peu, Madame Diouf. Vraiment désolée pour ces ennuis que vous avez eus. Alors, M. Gérin-Lajoie, très rapidement, parce qu'on a déjà dépassé notre horaire. Oui. En fait, je ne veux pas voler le punch à Monique non plus, mais je voulais juste dire qu'avec tout ce qu'on a entendu ce matin, la question de mutualisation de tout ce qui se fait doit être une priorité pour tout le monde.
parce qu'on a parlé de l'école à distance. Vous savez, Marie, qu'on a fait l'école ouverte cette année avec le ministère de l'Éducation. C'est un succès phénoménal. Alors, quand on regarde à toutes les initiatives qui se font présentement, je pense qu'il y a un gros défi de mutualisation entre tout le monde. Et vous en avez parlé, Mme Guillaume, vous avez parlé aussi d'initiatives extraordinaires pour créer 100 000 alphabétiseurs. Bien, c'est sûr que nous, la Fondation, on aimerait s'inscrire à l'intérieur de ce processus. Ayant déjà nos éducateurs sans frontières, on vient d'ouvrir 6 nouveaux bureaux pays en Afrique de l'Ouest et un autre à Haïti. Alors, pour toutes ces raisons-là, on serait capable, évidemment, de venir appuyer cette initiative-là. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Puis j'espère que je n'ai pas volé ton punch, Monique, là. Mais je trouve qu'il y a tellement de belles initiatives qui ont été démontrées ce matin. Alors, il faudrait s'assurer du suivi de tout ça. Oui, puis on a aussi de très bons commentaires là, qu'on n'a pas le temps de lire, mais qui vont rester enregistrés de toute façon, alors avec des suggestions de mutualisation, justement. Alors, si vous le voulez bien, Jean, je pense que c'est vous qui reprenez le guide de la session. Voilà. Merci beaucoup, Maryse. Merci à nos panélistes. C'est fort intéressant. Je vais donc passer la parole à Monique Brodeur, qui est présentement doyenne de la Faculté des sciences politiques et droit de l'Université du Québec à Montréal, doyenne par intérim, mais elle a été aussi doyenne de la Faculté des sciences d'éducation pendant 10 ans et elle s'est investie beaucoup pour l'alphabétisation au Québec et ailleurs. Et donc, ça me fait plaisir de lui laisser la parole pour conclure cette rencontre et je vous reviendrai pour un petit mot de la fin. Merci beaucoup, Jean. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment beaucoup pour vos présentations, nos échanges. C'est vraiment fantastique de voir comment les technologies numériques nous permettent de nous regrouper, puis comment surtout notre volonté d'agir pour accroître l'alphabétisation et nos actions nous rassemblent malgré la distance. L'analphabétisme crée l'obligation d'agir. L'éducation constitue l'enjeu premier pour le futur d'une société. Pourtant, la capacité à lire est déterminante pour le bien-être, l'accomplissement personnel et l'engagement citoyen, est loin d'être un acquis au Québec, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Or, en 2021, grâce aux progrès scientifiques réalisés dans le domaine de la lecture, il est possible d'accroître ces compétences de façon significative par des interventions appuyées par la recherche dès le préscolaire et tout au long de la vie. Des pratiques appuyées par la recherche peuvent dorénavant être soutenues par l'implantation d'approches, de programmes, de ressources mises au point grâce à des travaux scientifiques rigoureux qui ont permis d'en démontrer l'efficacité. Ça ne remplace pas les pratiques actuelles, mais ça les enrichit, puis on gagne à les implanter tout au long de la vie, notamment de façon préventive dès la maternelle. C'est comme une ceinture de sécurité. Ils agissent comme un facteur de protection. Ils ne nuisent pas aux personnes qui apprennent avec facilité, mais ils permettent à celles à risque d'augmenter leurs chances de réussite. Abracadabra et d'autres ressources aujourd'hui présentées constituent de telles ressources. Puis je remercie à cet égard Rama Bourkia, Maryse Lassonde et Nathalie Chapleau pour le projet Maroc-Québec, en espérant que d'autres projets dans une perspective de mutualisation pourront aussi se réaliser, comme le dit François Gérin-Lajoie. Contrer l'analphabétisme nécessite la concertation de différents acteurs éclairés par les connaissances issues de la recherche. Et pour paraphraser Václav Havel, oui, l'analphabétisme crée l'obligation d'agir. C'est vraiment un défi de taille, mais dans une perspective de respect et de justice sociale, ce défi peut cependant être relevé par une communauté éducative déterminée, engagée, solidaire. Pour y arriver, les plans d'action pour la littératie tout au long de la vie, appuyés par la recherche, doivent être consolidés et mis en œuvre en vue de répondre aux besoins des apprenants, notamment ceux qui sont en situation de vulnérabilité. En inscrivant leurs actions dans cette optique, décideurs, chercheurs, intervenants pourront adapter de façon évolutive les politiques, les curriculums, les stratégies d'intervention, de même que les modalités de formation initiale et continue des enseignants. De telles adaptations pourront enrichir les savoirs et accroître la rigueur des pratiques afin que chaque apprenant, dès l'aube, bénéficie des interventions les plus prometteuses en vue de son bien-être, de son accomplissement personnel et de son engagement citoyen. Merci. Merci, Monique. Alors, merci. Je tiens, pour conclure cette rencontre, je tiens vraiment
à vous dire que personnellement, j'ai appris plein de choses. Donc, en tout cas, est-ce que c'est un bon signe? Je ne le sais pas, mais enfin, ou c'est un mauvais signe. Un doyen des sciences d'éducation devrait tout savoir théoriquement, mais ce n'est pas le cas. Alors, je considère qu'on ressort de cette rencontre-là aujourd'hui plus riche qu'on l'était au départ, et c'est bon signe. Et cette richesse-là, pour moi, est vraiment la base, le socle des collaborations, c'est-à-dire quand on échange, quand on se connecte, quand on apprend de chacun d'entre nous. Je crois qu'il y a autant des initiatives qui sont déployées présentement en Afrique qu'au Québec ça ne s'applique pas toujours directement, mais on peut en apprendre de ça. Et moi, aujourd'hui, notamment, une des choses qui m'a le plus... en fait, je le savais, mais bon, c'est quand on le met dans son contexte qu'on s'en rend compte, c'est d'aller là où sont les gens, même si on utilise la technologie, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux besoins, puis à la présence des gens en fonction de leurs besoins. Donc, il y a de belles initiatives, ça promet pour l'avenir. Et je me permettez-moi donc de remercier toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cette rencontre, qui ont participé à la réalisation de cette rencontre et à tous ceux qui y ont participé aussi, en espérant qu'on aura des suites dans un futur rapproché. Alors, merci encore et au plaisir de poursuivre ces discussions-là éventuellement. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup Au et au revoir. revoir. Au revoir. Merci à Très vous. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Slama. aussi. Au revoir. Au plaisir de la mutualisation. Salut, Tony. Salut. Au revoir, Tony. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Merci infiniment pour votre participation. Très Merci apprécié. à vous. Au revoir. Au plaisir. Nico.